Bonjour tout le monde. Ça va T'es-tu bien? remis Ça s'en vient, là. de ta grippe Il d'homme? me reste... je vais peut-être tousser un peu. Je vais essayer de ne pas tousser dans le micro. Il me reste des vestiges, là. J'épargne les détails de ce qui coule dans ma gorge. Good. Fait que, aujourd'hui, on va parler des types, les types de force, hein? Oui, exact. Ça fait suite un peu à ce qu'on avait parlé la dernière fois, là, s'entraîner selon ses objectifs. Là, on va faire un podcast plus côté, pas musculation, mais côté entraînement là, avec des poids dans le but là, de développer là, une des 4 qualités de la force que je vais discuter là, dans les prochaines minutes. Qui est la force qui est essentielle au CrossFit. Ben, tout déplacement, tout déplacement mobile du corps est un type de force en soi. Okay. C'est juste dépendamment de nos objectifs, de s'entraîner en fonction de développer une certaine qualité de la force, parce que sinon, on n'atteindra pas nos résultats. Ça marche. Fait que, y a-tu des catégories ou il y en a 4. On va en parler de 4 principales. Il y a plusieurs sous-divisions, mais je ne veux pas rentrer dans le détail pour mêler personne. Ouais. On veut vraiment y aller dans les 4 principales qu'on voit le plus souvent, puis que je pense qu'ils sont le plus généralistes, puis le plus adaptés là, à nos entraînements qu'on fait, de type CrossFit. Parfait. Ou même dans un entraînement de gym. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est, puis je vais en parler d'un type, c'est que chaque sport a besoin d'un type de force prédéfini. Okay. Ça veut dire que c'est pas parce que on s'entraîne, on fait du patinage artistique ou qu'on fait du kayak ou qu'on fait de la course à pied qu'on développe pas un type de force en soi. Ouais. Souvent, ces types de sports-là, on va demander un type de force en particulier, mais ça ne veut pas dire que les 4 types de force ne sont pas requis. Non. Ouais, c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui fait de la course, qui ne s'est jamais, mettons, entraîné musculairement, va peut-être avoir une lacune à quelque part qu'il aurait pas s'il ferait un peu des deux. Là. Exact. C'est sûr qu'il va tout le temps, majoritairement, s'entraîner en endurance, mettons, exact. Là, mais peut-être que développer un peu sa fibre musculaire, d'une autre façon, va l'aider à finir avec son sprint ou je sais pas. Là. C'est ça. Dans le fond, on va commencer par expliquer un peu. Dans le corps humain, il y a 2 principaux, comment je pourrais dire, partenaires qui fait qu'on développe la force. Il y a le système nerveux, okay. Puis il y a le système musculaire. C'est important de faire la différence entre les deux puis de comprendre que les deux sont indissociables l'un de l'autre. Mais on peut entraîner un plus que l'autre, puis on peut entraîner aussi les deux en même temps, dépendamment de notre type de sport puis des objectifs qu'on veut atteindre. Puis, mettons, le système nerveux, y a-t-il moyen de savoir qu'on l'entraîne? On le ressent-tu, genre? Comme, mettons, quand tu t'entraînes, t'es raqué, là, tu le sais que tu as entraîné tes muscles, mais le système nerveux, c'est... Non, c'est dur. C'est vraiment plus la science en arrière de l'entraînement puis la façon qu'on s'entraîne, qu'on est sûr qu'on va entraîner la bonne chose. En t'entraînant de cette façon, tu le sais que tu donnes un coup à ton système nerveux. Non, c'est ça. C'est pas parce que tu prends du café puis que t'es de main que tu t'entraînes ton système nerveux, tu comprends? C'est pas nécessairement ça. Fait qu'on va commencer par le premier type de force qui s'appelle la force relative. La force relative, c'est d'entraîner son corps dans l'objectif d'optimiser son système nerveux le plus possible puis de moins développer notre système musculaire possible. Okay. Pourquoi on devrait entraîner notre système nerveux en force relative? Les principales choses, c'est des sports à catégorie de poids. Exemple, boxeur qui, mettons Georges Saint-Pierre ou tous les sports à catégorie de poids. Ce qu'on veut, c'est être le plus fort possible au poids qu'on pèse actuellement. Ouais. Parce que si on prend de la masse musculaire, on va changer de catégorie de poids. Puis si on devient le plus léger dans la catégorie de poids supérieure, ben là, on va être le moins fort de cette catégorie. Ouais. Mais c'est au contraire, comme les haltérophiles, comme les boxeurs, le monde qui font du MMA, tout sport à catégorie de poids, ce qu'on veut, c'est optimiser notre système nerveux pour être le plus fort possible, indépendamment du sport. Parce que si, exemple, une gymnaste ou mettons, quelqu'un qui fait du patinage artistique, si elle prend du poids, ben là, elle va être plus pesante, puis ça va être plus dur de faire ses chorégraphies. Tandis que si elle garde le même poids, mais que son système nerveux est optimisé au maximum, ça veut dire que quand je parle d'optimiser son système nerveux au maximum, c'est d'utiliser
toute sa capacité musculaire à son plein potentiel. Si je résume, là. OK. Fait qu'elle, si elle est vraiment forte, à être au maximum de sa force à sa catégorie de poids, ben, elle va être capable de sauter plus haut, faire des vrilles, tourner plus Les dans les petites axelles airs. vont se faire bien plus facilement. C'est ça. Puis si je prends un exemple, Georges Saint-Pierre, ben, ça a toujours été un des plus gros dans sa catégorie, puis surtout un des plus forts dans sa catégorie. Ce qui fait que quand il arrive devant un adversaire qui a le même poids que lui, mais qui a plus de pourcentage de gras, puis qui a moins de force relative, ben, c'est dur de faire un takedown. Exemple, c'est dur de le prendre puis de l'amener au sol parce que l'autre. En plus. Ben, lui, il était particulièrement fort. Là. Lui, force relative, là, c'était vraiment. Il s'entraînait beaucoup dans ce champ-là. C'est bon. Fait que ça, c'est la force relative. Pourquoi qu'on devrait entraîner ça? C'est pour développer son système nerveux pour être le plus fort. C'est bon. Dans notre poids. Dans notre poids, exact. Puis si on veut, c'est ça, mettons exemple, on veut augmenter notre back squat, si on veut augmenter notre front squat, si on veut augmenter indépendamment de la technique, ben il faut s'entraîner en force relative. C'est bon. Fait que, puis comment s'entraîner? C'est ça. Puis comment s'entraîner en force relative, ça, je vais en discuter là, dans d'autres podcasts. Okay. Là, mais mettons, sur 2-3 exercices, là, juste pour... des exercices de base, le moins de répétitions possible, le plus de séries possible. OK. Squat, deadlift, bench press, le moins de press. séries, le plus de reps, c'est ça que tu as dit? Le contraire. Okay. Le moins de reps. Okay. Fait que, normalement, à force relative, on est en bas de 5 répétitions. OK. Fait qu'on met lourd. À haut pourcentage, on met lourd, puis on fait beaucoup de séries parce que le système nerveux a besoin de beaucoup de séries pour s'adapter. Ça marche. C'est bon? Fait que, mettons, 10 séries de 2. Exemple. J'ai tout compris. C'est ça. Fait que c'est ce qu'on fait au CrossFit assez souvent dans ici. Là, le début des cours, parce que je sais que le système nerveux, c'est vraiment important. Puis plus qu'un système nerveux est développé, plus qu'on est fort, moins qu'on a de risque de blessure. Okay. Exemple, en gérontologie, ça veut dire les personnes âgées, ceux qui meurent le moins, ceux qui ont une longévité la plus longue, c'est ceux qui sont le plus forts parce qu'ils sont capables de... ils tombent pas au sol. Fait que quand ils tombent pas au sol, ben, ils se brisent pas les hanches. Puis quand ils arrivent à l'hôpital puis sont alités, c'est là que les problèmes de santé arrivent. Fait qu'eux, en étant forts, sont capables de faire des changements de direction puis d'éviter de se blesser qui causent souvent là, d'autres problèmes. Fait que tu sais, on a tous besoin de force relative, mais pas nécessairement pour le même objectif. Ouais. Quand on parlait de santé, puis que l'âge qu'on a aussi. C'est ça. Après ça... Il y en a que c'est pratique pour tourner à gauche, à droite à l'épicerie, puis d'autres... C'est ça. Il y en a d'autres, c'est pratique pour gagner des médailles olympiques. Exact. L'autre qualité de la force, on appelle ça l'hypertrophie fonctionnelle. L'hypertrophie fonctionnelle, ça le dit dans le mot, c'est quoi? C'est qu'il y a un gain de masse musculaire, mais il y a aussi un gain dans l'optimisation du système nerveux. Ça, c'est des sports à catégorie de poids qui ont besoin de force, exemple au football. Okay, ouais. Au football, il n'y a aucune catégorie de poids. Ouais. Mais il faut que tu sois le plus gros et le plus fort possible. Tu peux peser 300 livres, puis tant mieux pour toi. C'est ça. Fait qu'eux, ils s'entraînent dans les 4 qualités de la force, mais ils s'entraînent principalement en force relative et en hypertrophie fonctionnelle. Okay. Fait que, parce qu'eux autres, ils font des contacts. Fait que, quand même que tu es extrêmement fort, si tu es plus petit que l'adversaire, mais il y a un principe de base. Moi, que tu sois vraiment plus fort. Là, c'est ça. Spécialement. Là, exact. Fait que là, il va y avoir une augmentation de la masse musculaire, puis il va y avoir aussi une augmentation de la qualité du système nerveux. Okay. Fait que ça, c'est des sports là, comme le football, le lancer du poids, tous des sports que quand on est plus gros et plus fort, ben, on va déployer plus de force, fait qu'on va avoir des meilleurs résultats. Okay. C'est-tu un peu comme le powerlifting, mettons? Powerlifting, c'est beaucoup force relative. Okay. Mais ils en font aussi. Okay. Ils en font aussi, parce que plus que tu es gros, plus que ton muscle est gros, plus qu'il y a un potentiel de force élevé, plus que tu as un potentiel de force élevé, plus que tu l'entraînes en force relative, plus que tu viens fort. Ouais, mais un sport à catégorie de poids, c'est l'inverse. Il ne faut pas que tu prennes de poids parce que tu vas changer de catégorie. Oui, c'est ça. Ouais, non, fait que là, il faut que tu optimises la masse musculaire exactement comme elle est, mais avec ton système nerveux. Okay. C'est bon? Parfait. Fait que ça, c'est l'hypertrophie fonctionnelle. Au CrossFit, c'est quand même très important parce que si on veut avoir des meilleurs résultats, lever plus pesant, il y a des gens qui ont besoin de gagner de la masse musculaire, mais tu ne veux pas gagner de la masse musculaire sans gagner de la force qui vient avec, parce que sinon, tu deviens inefficace. Et de l'hypertrophie non fonctionnelle, c'est le prochain type de force. Mais tu peux-tu gagner de la masse... tu peux-tu gagner de la force, pas de la force, de la masse musculaire sans gagner de force? Oui, c'est la prochaine étape. OK, ça se peut? Oui, ça se peut. OK.
En tout cas. Ben, à faible pourcentage, je veux dire, tu peux pas gagner 0%, 0% de force. Mais un petit moyen de force qui va venir avec. C'est ça, force relative, c'est, mettons, 95% de force, 5% de... Parce que oui, tu vas avoir un développement en hypertrophie, mais il va être minime. OK. Hypertrophie fonctionnelle, là, c'est 60-40, 50-50. Là, c'est vraiment dépendamment de la façon dont tu t'entraînes. L'hypertrophie fonctionnelle, on va en parler aussi. C'est un type d'entraînement que j'aime vraiment. C'est une qualité de la force qui est super importante. Ça, ce qu'on veut faire, c'est augmenter légèrement nos répétitions, diminuer un petit peu nos séries, mais rester là, dans le 6 à 9 répétitions, là, 6 à 8 répétitions. Mais ça, je vais en reparler. Puis encore des exercices de base, pas trop d'isolation parce que là, on va déchirer notre muscle davantage. Plus qu'on isole, plus qu'on déchire, plus que le muscle grossit. Puis plus que le muscle grossit, bien, plus tu viens pesant. Puis tu viens plus pesant. Puis comme tu as dit, tu prends plus de masse, mais la force augmente pas autant. C'est ça, c'est de l'hypertrophie non fonctionnelle. C'est bon. Prochaine qualité de la force, c'est l'hypertrophie comme telle, comme les gens la connaissent, mais c'est l'hypertrophie qu'on appelle non fonctionnelle. C'est qu'il y a une prise de masse musculaire vraiment importante sans qu'il y ait nécessairement de prise d'optimisation du système nerveux. Les sports avec ce type de force-là, il n'y en a pas beaucoup, à moins qu'on soit vraiment en phase de la personne veut seulement prendre la masse musculaire pour après développer son système nerveux, parce qu'on peut faire les deux indépendamment. Ben là, on parle plus de culturisme, on parle plus des compétitions de fitness, toutes ces choses-là où ce qui est jugé, c'est l'apparence physique, le look esthétique. Fait que comme tout le monde le sait, on peut voir là, les Monsieur Olympia ou même les compétitions de culturisme au Québec, au Canada, où ces gens-là sont particulièrement gros, mais c'est non fonctionnel. Ça veut dire qu'en aucun cas, ça les aide dans la vie de tous les jours à... Puis ça ne veut pas nécessairement dire que ça leur nuit non plus, mais c'est non fonctionnel. Ça veut dire que le système nerveux, il n'a pas suivi le système musculaire. Pas autant, du coup. Pas autant, c'est ça, exactement. Mais chaque personne est différente. Je prends l'exemple de Ronnie Coleman, c'est un des champions de culturisme, un des meilleurs qu'il y a eu là, dans le monde. Lui était particulièrement fort puis particulièrement gros. Il y a des gens qui ont quand même un bagage génétique, puis c'est ça, il y a un potentiel de force élevé. Il était fait pour ça, lui. C'est ça, exact. Fait que lui était fort puis il était gros, mais il y en a qui sont très forts, ils sont pas gros, puis il y en a qui sont très gros puis ils sont pas forts. OK, genre Arnold, lui, il était quoi? Ben, je te dirais qu'il était normal. Mais lui c'était que l'esthétique. Oui, il voulait être fort parce que quand tu es dans un gym, tu veux pas être le plus gros et le moins fort. Mais l'objectif, pour eux, c'est vraiment pas de développer le système nerveux. Ça n'a pas d'importance. Ça n'apporte rien au fait qu'ils vont avoir de meilleurs résultats en compétition. Non. Quand même que tu fasses de l'isolation au niveau de tes biceps, ben, tu ne seras pas meilleur dans un sport. Ça, c'est des sports où c'est de l'entraînement où ils vont vraiment plus être d'isolation. C'est des entraînements qui sont de vraiment longue durée. Ils vont segmenter leurs entraînements. Mettons, exemple, un jour, j'entraîne les pectoraux, l'autre jour, j'entraîne les cuisses, l'autre jour, j'entraîne les mollets. Tandis qu'en hypertrophie fonctionnelle, c'est rarement en isolation. C'est encore des exercices de base, mais on augmente un petit peu nos répétitions et on diminue un peu nos séries. Fait que la prochaine fois qu'on va aller à la plage l'été, on va dire lui, il s'entraîne fonctionnel. Oui, sauf que, comme je parlais l'autre fois, c'est pas parce que tu t'entraînes en hypertrophie que tu vas avoir de l'air gros. Ouais. Si l'alimentation ne suit pas, puis si tu n'es pas en phase, si tu ne suis pas un régime, si tu n'as pas une alimentation stricte, le pourcentage de gras va être élevé. Tu vas être gros, mais en dessous du gras. Fait que personne ne va le voir. Fait que tu vas avoir de l'air juste de toi, mais en plus gros. Ben, tu sais, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, souvent, les powerlifters, ils ont une apparence plus avec plus de gras, mais tu le vois quand même dans leur shape. Que sont pas juste gros. Mettons que ce monde-là, ils disent demain matin, je me prends en main parce que les autres, c'est pas les objectifs de l'esthétique. Mais s'ils se disent, mettons, je fais une compétition de culturiste dans 6 mois, ben, il va être beaucoup plus avancé que quelqu'un qui commence à s'entraîner parce qu'ils ont toute qu'une structure musculaire. Dû au fait qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'entraînement dans des exercices de base pluriarticulaires, ça veut dire qu'il y a plusieurs muscles qui s'entraînent en même temps. Fait que oui. Sauf que le culturiste, c'est un exercice, c'est un sport qui est jugé, puis c'est la qualité musculaire, mais de tout le corps selon certains critères. Fait que, les powerlifters, c'est du monde qui ont des grosses cuisses, qui ont des grosses fesses, puis qui n'ont pas nécessairement des gros biceps ou des grosses épaules.
Fait que, tu sais, il y a un débalancement au niveau esthétique, fait qu'il perdrait des points. C'est sûr qu'ils ne s'entraînent pas dans la même direction pendant tout, là, je comprends. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que puis le dernier, c'est l'endurance musculaire. Okay. Fait que ça, c'est la dernière qualité de la force. L'endurance musculaire, c'est tous les sports où ça prend un haut niveau d'endurance pour vraiment longtemps. Marathon. Oui, ben les coureurs. Mais les coureurs, encore une fois, tu sais, moi, souvent, j'avais des coureurs comme clients, puis ils me disaient, je vais courir encore plus parce que c'est ça qui va faire descendre mon temps du 5 km. Mais moi, je disais, non, si tu as des débalancements musculaires, si ta force de ton muscle n'est pas optimisée, là, ben, ta foulée va être plus petite. Tu vas avoir besoin de faire plus de foulée sur un 10 km, donc tu vas être moins efficace. Si tu augmentes ta force en t'entraînant en hypertrophie ou en force relative, en hypertrophie fonctionnelle, ben, ta foulée va être plus grande. Fait que tu vas faire moins de foulée sur un 10 km, dépenser moins d'énergie. Fait que tu vas avoir moins besoin de courir pour atteindre le même résultat. Fait que, tu sais, il y a plusieurs écoles de pensée, mais il faut vraiment être sûr de maximiser son entraînement pour être efficace dans pas mal tout. OK. Mais mettons, là, quelqu'un qui fait de la course, là, puis mettons, tu lui dis musculaire, ben, il peut-tu avoir peur de prendre de la masse puis devenir plus lourd? Puis oui, mais ça prend vraiment beaucoup d'entraînement pour prendre la masse musculaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui rentrent dans un bureau, qui regardent l'entraîneur, qui fait du culturisme, puis la première chose qu'il leur dit, c'est « Moi, je veux pas être comme toi. » Un instant, jeune homme. Même si tu voulais être comme l'entraîneur, ça se peut que ça te prendrait beaucoup trop d'entraînement. Puis, anyway, tu vas le voir du jour au lendemain. Tu te lèveras pas un matin puis tu ressembles à Hulk quand il n'est pas transformé. Puis le lendemain, t'es Hulk transformé. Non, tu vas le voir, le changement. Puis les filles puis les gars ont un système hormonal différent. Puis il y a des limites que tu peux pas atteindre. Il y a des filles qui s'entraîneraient en hypertrophie sans arrêt, ils prendront pas de masse musculaire parce qu'ils n'ont pas de testostérone, puis ils développeront pas le muscle. Fait, ils peuvent en prendre une petite affaire, mais des fois, les filles s'entraînent, puis genre, une heure après, ils sont comme « Ah, j'ai déjà des grosses cuisses », parce qu'ils sont comme... Mais ça n'a aucun rapport. Aucun, non. Ça, c'est totalement faux. Ou, autre chose qu'on voit, c'est, mettons, la personne veut perdre beaucoup de poids dans les jambes, puis elle va faire que des jambes. Elle va s'entraîner les jambes pour perdre des jambes. Pensant que tu peux cibler ta perte de poids. Tu peux pas cibler le gras en entraînant un type musculaire. C'est pas parce que tu t'entraînes les jambes que tu vas maigrir autour de la cuisse. C'est impossible. On ferait des abdos sans arrêt. Ben, y a du monde qui font ça. Je sais. Ils se font des abdos sans arrêt en pensant qu'ils vont maigrir du ventre. Aucunement. Tu vas prendre du muscle ou de l'endurance au niveau de tes abdominaux, mais au-dessus, il va quand même avoir du gras. Là. Fait que, la perte de gras localisée, c'est impossible. À part... en liposuction. Ben oui. Oui, puis il y a des méthodes comme la biosignature développée par Charles Poliquin qui est quand même assez spécialisée. C'est une méthode non invasive avec les hormones qui peut dire certains types de personnes ont tendance à prendre du gras à tel endroit, mais quand tu perds du gras, tu en perds partout pareil. Ouais. C'est bon? Ouais, ça, c'est super important. Je te crois à 100%. Je l'ai testé. Puis l'autre chose, c'est... Là, on change un peu de sujet, mais l'autre chose, c'est... Exemple, je reprends encore la personne qui veut perdre du poids dans les jambes. Mais en fait, ce qu'elle veut, c'est elle veut avoir l'air moins du type poire qu'on appelle. Un petit bas de corps, puis un petit haut de corps, puis un gros bas de corps. Mais le concept, c'est que si tu cours tout le temps, là, tu vas perdre la masse musculaire où tu penses. Dans le haut du corps, parce que tu n'entraînes pas ton haut du corps, puis tu vas prendre la masse musculaire où tu penses. Dans les jambes. Dans les jambes, parce que tu n'entraînes que le bas de corps. Parce que de la course... Tu t'entraînes encore les jambes pour perdre ton poids. Fait que doublement, tu t'entraînes les jambes. T'as-tu déjà vu les cuisses des coureurs de 400 mètres puis des sprinteurs? Puis les sprinteurs, eux autres, c'est de l'hypertrophie fonctionnelle. Ils sont immenses, puis sont ultra secs, puis sont ultra forts. Parce qu'eux autres... Explosif. C'est ça. C'est pas les plus petits qui sont les plus rapides, c'est les plus gros. Mais là, on parle pas des extrêmes. Exemple, Usain Bolt, puis les autres qui sont dans d'autres catégories. Mais je parle en général, quand on regarde un sprinteur, il est extrêmement musclé, extrêmement fort, puis extrêmement rapide. Un marathonien, il est relativement mince. Il a des bonnes cuisses pareilles. Si tu as déjà regardé la TV, une course, tu vois vite la différence. Là, fait que, tu sais, courir pour perdre du poids dans le bas du corps, c'est pas la meilleure idée. Ben, pas pour perdre du poids, mais pour avoir de l'air plus petit dans le bas du corps, c'est pas la meilleure idée. Tant qu'à ça, arrête de faire des jambes, fais du haut de corps, puis ta symétrie va être plus égale.
tu vas te mettre plus égal, comme tu dis. C'est ça, parce que le meilleur truc, c'est qui perd le plus de poids dans le bas du corps? Ceux-là qui se cassent une jambe. Ils sont dans le plâtre, ils perdent toute leur masse musculaire. Cassez-vous pas de jambe pour ça. C'est pas la meilleure technique non plus. C'est ça. Fait que l'endurance, on a exemple les rameurs. Ouais. Les rameurs, eux, pour le 1RM, ça veut dire le répétition maximale d'un exercice de dos, ben, ils vont être capables de faire 10 à 12 répétitions à 97% de le 1RM. Ça, c'est de l'endurance. Ça, c'est de l'endurance. Tu comprends? Ouais. Normalement, tu es capable de faire 1 à 2 répétitions, mais eux autres, ils sont tellement endurants puis ils ont tellement besoin de cette qualité de la force-là dans le sport que ils font que cet entraînement-là, malgré qu'ils s'entraînent quand même en force relative. C'est du monde qui sont quand même vraiment forts, là, mais ils vont plus se concentrer sur l'endurance. Bon. Fait que ça, c'était les 4 qualités là, de la force qu'on va discuter puis qu'on va donner des trucs, comment développer tel type de force. On a quand même déjà parlé un peu. Là, ouais, c'est ça. On a parlé des séries, comme mettons, au pire, faire un round-up, genre le nombre à peu près le style d'exercice un peu à faire pour. Oui, il y a plusieurs méthodes d'entraînement, puis l'important, c'est beaucoup de diversifier pour pas que le corps s'adapte, mais force relative, que le système nerveux ou presque, beaucoup de séries, peu de répétitions, exercice de base. C'est bon. Squat, deadlift, bench. Oui. Genre. Ou les exercices qui sont ciblés pour le type de sport. OK. Hypertrophie fonctionnelle. On dirait, mettons, 50-50. C'est pas nécessairement ça, là, mais système nerveux, système musculaire, encore des exercices de base, moins de séries, puis un petit peu plus de répétitions que force relative. Exemple, 6 plus un peu. Mettons 6 x 6, exemple. Okay. Ah, c'est bon. OK. Hypertrophie, exercice d'isolation ou presque, malgré qu'ils font des exercices de base. Moi, je conseille de toujours faire des exercices de base en début d'entraînement, puis on va en reparler plus tard. Mais peu de séries, 3 à 4 séries, 5 séries, puis pas bien plus, beaucoup de répétitions. Okay. On veut être dans le les jambes, c'est plus de répétitions. Ils peuvent s'adapter en hypertrophie jusqu'à 100 répétitions, mais le haut du corps, là, c'est à peu près entre 8 et 12 répétitions. Okay. Mais il y a beaucoup de méthodes d'entraînement qu'on va discuter plus tard, mais ça, c'est vraiment... C'est vrai que quand tu t'entraînais un peu dans ta vie, tu connais... En général, moi, quand j'allais au gym dans le temps, je savais que tant à tant de reps, ça travaillait dans tel style de force. Puis je savais pas pourquoi, mais je le savais. Mais ça avait il y a un autre... bien. Là, je vais ouvrir une boîte de Pandore, là, mais il y a d'autres principes scientifiques qui sont que la réponse hormonale, ça veut dire... Si tu veux travailler en hypertrophie, ça va être l'hormone de croissance qui va être sécrété. Si tu veux travailler en force relative, ça va être le testostérone qui va être sécrété. En tout cas, à peu près. Là. Mais c'est pas le nombre de répétitions qui va dicter la réponse hormonale, mais c'est le temps sous tension. Ah, OK. Si, mettons, tu fais 10 répétitions en 10 secondes, tu n'auras pratiquement aucun effet en hypertrophie. Ça, on voit ça souvent dans les gyms. Là. Ils font du bench, ils font 10 répétitions le plus vite possible. Au contraire, si tu veux travailler en hypertrophie... Ça plus de négatif. C'est ça. Il faut que tu sois entre 40 et 70 secondes sous tension pour que tu aies une réponse hormonale efficace pour l'hypertrophie. Fait que mettez-vous des écouteurs là, qui comptent. 1, 2... c'est environ là, 4 à 5 secondes par répétition. Okay. Mais tu peux faire d'autres choses pour travailler l'hypertrophie, de l'excentrique super lent. Il y en a plein de choses, on va en reparler, là, mais qu'on soit rendu plus dans le développement de l'hypertrophie dans nos podcasts. Puis l'endurance musculaire, c'est 2 séries plus que 20 répétitions. Okay. Ça, c'est de l'endurance. Ouais. Fait que tu n'as pas beaucoup de déchirure musculaire, mais tu as de l'augmentation de la qualité de... L'acide lactique. Ouais, non, plus ça, c'est un défaut dans le sens... je risque de le sentir. Mais c'est quand les gens, le lendemain, ils disent... je suis vraiment raqué, j'ai beaucoup d'acide lactique. C'est pas l'acide lactique. L'acide lactique, là, après 1h30, elle n'est plus dans ton muscle. Ouais, non, mais je veux dire, tu sais, quand tu forces longtemps, ça brûle. Là, c'est ça. L'endurance, les types d'entraînement qui sont le plus douloureux, c'est les entraînements d'endurance. Quand tu t'entraînes en force relative, tu n'as principalement pas de douleur musculaire, mais c'est exigeant sur le long terme, sur le système nerveux.
Mais tu sais, mettons, quand on fait des entraînements qui frappent le système nerveux, moi, j'ai l'impression que j'arrive chez nous le soir, là, puis c'est comme 1 heure après, là, je me sens comme ouf, ça me rentrait dedans. Mais c'est pas tout le monde qui est fait pour s'entraîner en force relative. Il y a des, tu sais, on va en reparler aussi dans les s'entraîner selon son type de neurotransmetteur. Là, on rentre d'un autre point. Mais c'est pas tout le monde qu'il faut qu'il s'entraîne de la même façon. Puis il faut connaître ses athlètes, puis il faut se connaître soi-même pour savoir quel type d'entraînement qui est le mieux pour nous. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui s'entraîne en force relative, puis après 3 mois, ils tombent en burn-out carrément. Le système nerveux, tu sais, des gens qui sont beaucoup sollicités mentalement dans le travail. Là. Mais si tu ajoutes en entraînement en force relative 3-4 fois semaine, ou s'il y a des problèmes à la maison, puis il est constamment en train de réfléchir, puis son système nerveux est déjà à côté, mais si tu y mets de la force relative, ça se peut qu'il se brûle. De là l'importance de consulter un professionnel. C'est exact. Ça revient toujours au même. Mais c'est les principes quand même de base selon les études scientifiques là, qui ont été faites là, depuis les 100 dernières années. Parfait. As-tu des questions? Ben écoute, non. Ça sera des questions trop compliquées. Trop compliquées? avec les hormones et tout ça. On rentrera pas dedans. Mais on va en parler, ça, du système hormonal éventuellement. Faut pas voir ça trop gros non plus. Là. Les gens, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Puis, comme je disais, là, quand ça a trop de l'air spectaculaire pour la Ligue, là, ce que la personne fait sur Instagram, sur YouTube, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les meilleurs coachs au monde, les meilleurs, ceux qui ont le plus de succès avec leurs athlètes, là, ils gardent toujours le tête dans le livre, puis ils reviennent toujours aux entraînements qui se sont faits dans le passé. Oui, puis c'est vrai qu'en plus, en général, il n'y a rien de magique. Là. Ça va sûrement revenir un peu aux mêmes choses adaptées à la personne. Oui, mais il faut vraiment connaître son athlète, puis savoir, connaître la science en arrière de l'entraînement, la physiologie de l'exercice, c'est quoi les filières énergétiques, on va en parler aussi, comment développer son VO2 max, tout ça. Ouais, c'est intéressant. Ça, on va en parler aussi. Côté musculaire, puis côté système nerveux, c'est primordial de connaître cette information-là parce que sinon, on s'entraîne au hasard. Puis les coachs, ils entraînent les athlètes au hasard aussi. Ça se peut que ton athlète, tu l'entraînes d'une façon puis ça marche pas. Mais c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut pas que tu changes ta méthode. Essaye d'autres choses. Oui, non, c'est ça. Adapter. Sans faire je vois souvent ça sur Instagram. Du monde, ils ont un kettlebell puis ils font des 360 sur eux-mêmes. Je sais pas c'est quoi ce type d'entraînement-là, mais à moins que tu aies 8 heures d'entraînement par jour pour faire ça, concentre-toi sur d'autres choses, honnêtement. Là, si tu as 45... Puis après 45 minutes d'entraînement, un bon entraînement, là, maximum 60, là, pour la force relative, l'hypertrophie fonctionnelle, là, normalement, là, quelqu'un qui a ce temps-là à donner, là, ça devrait être correct. Pour les autres, il faut qu'ils s'entraînent plus longtemps, mais il faut faire attention encore. Il y a des signes avant-coureurs. Il y a beaucoup de monde qui se blesse ou qui lâche l'entraînement. Tu ne vas pas s'entraîner 2 fois par jour, 2 heures du jour au lendemain. Non, il y en a. Ça commence par le commencement. Oui, puis il y en a qui, mettons, c'est des athlètes. Ils s'entraînent pour n'importe quel type de compétition. Puis du jour au lendemain, ils tombent avec un travail à temps plein. Ouais. Ils voient la différence. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ils arrivent brûlants à l'entraînement, c'est plus pareil. Mais fait que c'est ça, il faut vraiment adapter notre entraînement en fonction de nos objectifs puis de se concentrer sur la base. C'est bon. Puis, si les gens ils ont des questions, là, gênez-vous pas de nous écrire sur Instagram, sur notre Facebook, en message privé. Il n'y a pas de trouble. On va prendre cette information-là. Puis si on est capable de vous répondre, on va le faire. Facebook, on va vous référer les bons professionnels, quitte à répondre à vos questions nous-mêmes dans différents podcasts ou sinon sur nos pages directes. C'est bon. Tu sors les mots de ma bouche. Puis n'oubliez pas de partager l'info avec vos amis, liker. Yes. Abonnez-vous à YouTube aussi pour avoir la petite cloche. Là. Moi-même, je suis abonné à notre propre, propre YouTube. Je vais aller m'abonner de bord. Abonne-toi. Comme ça, quand je mets la vidéo en ligne, j'ai la confirmation par courriel qui est là. Fait que, c'est pratique au moins pour nous autres. C'est good, gang. Merci beaucoup. Puis on se voit à la prochaine. Épisode 8. Épisode 8. Les Kettle Boys. Les Kettle Boys. Bye. Salut.